Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Charles Chamas, que vous connaissez dans l'émission Le Kiosque, mais pas que. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses, aussi conseiller territorial à la CTM. Bonjour Charles, comment vas-tu? Très bien, bonjour Mano, bonjour aux téléspectateurs de Zouk TV. Et aussi prof d'histoire géo. Voilà, il faut qu'on soit complet. Alors Charles, tu viens de sortir ou sortira bientôt? Oui. C'est sorti déjà? C'est-à-dire que c'est en impression, ça sera là d'ici une dizaine de jours. D'accord. Et le titre c'est? Je viens de sortir un recueil de poèmes qui s'appelle Insulitude. 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 Voilà. D'accord, ça veut dire quoi? Alors, insulitude, c'est un néologisme. Alors, je pensais que c'était une de mes créations, mais un ami universitaire me demande de chercher et je vois que ça existait déjà. Insulaire et solitude. Alors, c'est un néologisme que je croyais avoir produit, mais qui avait déjà été révélé par l'expérience humaine que certains navigateurs, une fois qu'ils étaient restés très longtemps isolés sur les îles, avaient dans une espèce de vague à l'âme, c'est-à-dire la solitude de l'insularité. Et comme ils étaient coupés de tout, il n'y avait pas d'avion, pas de moyens de transport aussi efficace qu'aujourd'hui, ils souffraient donc de cette espèce de spleen, quoi, de mal-être qu'on peut qualifier de spleen. Et donc, quand j'ai écrit le terme, j'ai associé les deux parce que les questions existentielles d'un Martiniquais de plusieurs origines oppressent au point de pouvoir pousser à écrire. Voilà, c'est ça l'histoire. Et donc, Insulitude, c'est un recueil de près de 150 poèmes, mais sur une trentaine d'années. C'est un travail très long qui a pris du temps à mûrir, qui a pris du temps à prendre forme. Et puisque ce n'est pas évident de fondre l'armure, ce n'est pas évident de se révéler. Oui, bien sûr. Et voilà, donc j'ai décidé de sauter le pas, mais ça faisait un moment que j'en parlais. Voilà, c'est fait maintenant. Alors là, tu parles d'origine. Tu es de quelle origine? Alors, mon papa était syrien. Et ma maman de Roissy, un petit village de la Syrie. Et ma maman, Félix Théodose, était du Saint-Esprit. Donc, ils se sont rencontrés. Et j'ai pour habitude de dire que mon papa s'est marié contre ma maman, puisque les tempéraments étaient opposés. Mon papa était très calme et ma maman, c'était une femme joke. Et puis, il y avait aussi la méfiance. La méfiance, parce que ma maman a toujours considéré que mon papa serait parti avec ses deux fils en Syrie quand ils auraient eu 18 ans. Donc, je ne parle pas l'arabe simplement parce que ma mère a interdit à mon père de nous parler arabe. Et donc, voilà, donc mon arabité, elle n'est que factice. Et je ne suis arabe que de nom, et puis j'ai envie de dire, de culture culinaire, parce qu'on mange des malfaufs, du kibi, etc. Mais je suis d'origine arabe, et donc je suis martiniquais avant tout, créolophone et francophone, mais pas du tout arabophone. Alors, pour la petite histoire... Mais est-ce que tu as eu l'occasion d'aller en Syrie? Justement pas. Alors, on devait y aller avec ma fille quand elle a passé le bac en 2011, juillet, juin, et en mars, la guerre a éclaté. Donc, on n'a pas pu y aller. C'est effectivement un pèlerinage qu'il faut que je fasse. Et donc, voilà, en fait, ce que je voulais dire. Il y avait quelque chose sur quoi je voulais rebondir, mais ça m'a échappé, ça va certainement revenir. Mais est-ce que tu sens cet appel de vouloir aller en Syrie? Absolument. Oui. Absolument. Déjà par ma fille, qui apprend l'arabe, mais de manière académique. Parce que moi, je n'ai pas pu. Bien sûr, parce que maman ne voulait pas. Maman ne voulait pas, donc ma fille s'est mise elle a commencé par Assimil, qui est une méthode d'apprentissage avec des cassettes audio. Et puis là, elle est inscrite à la fac et elle apprend, parallèlement à ses études de médecine et de philosophie, elle apprend aussi l'arabe. D'accord. Donc, c'est effectivement un parcours qui est intéressant parce qu'il interpelle dans la mesure où, et je ne suis pas le seul à être singulier, je pense que tous les Martiniquais sont singuliers. Maintenant, est-ce que tous les Martiniquais se posent des questions? Je suis sûr que oui. Est-ce qu'ils écrivent? Peut-être pas. Mais la singularité de nos êtres en Martinique, je parle d'homme métaphore, c'est qu'on a tous une histoire, on a tous, j'ai envie de dire, une carriole
ou alors une hotte de souvenirs, une hotte de sensations, d'émotions, d'expériences qui presque nous singularise tous. C'est la raison pour laquelle la Martinique est aussi riche. C'est la raison pour laquelle j'estime que la Martinique est un laboratoire du monde, avec bien évidemment la composante multiethnique, avec bien évidemment le passé qu'on connaît, l'esclavage, avec les descendants, nos amis, les descendants de colons, avec des apports multiples et divers, que sont les Chinois, que sont les Indiens qu'on appelle coulis, que sont les Syriens, les Italiens, etc. Donc, tout ce petit monde-là a réussi à créer un vivre ensemble qu'il me semble intéressant donc d'étudier. Et moi, je ne suis qu'une toute petite loupiote, c'est-à-dire que de mon point de vue à moi, j'ai essayé d'écrire mes sensibilités de ma perception de mon pays. Voilà. D'accord. Alors, insulaire et solitude. Et solitude. Voilà. Bon, j'ai compris très bien ce que ça veut dire, hein, mais insulaire, c'est ta position martiniquaise. Oui, voilà, voilà, exactement. Et la solitude. Et la solitude, c'est parce que mon vécu n'appartient qu'à moi. D'accord. Mon vécu n'appartient pas qu'à moi, et je ne suis pas le seul. Je pense que tous les Martiniquais ont un vécu qui n'appartiennent qu'à eux. Okay. Parce que la force de construction d'un individu se fait à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers des sensibilités. Alors, il y a des personnes qui voient l'adversité couler sur leur dos comme l'eau coule sur une feuille de banane. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sensibles, qui se laissent altérer, qui se laissent imprégner, qui se laissent guider. Et moi, ça a été mon cas. Ça a été mon cas, donc dès ma tendre enfance, j'allais au séminaire collège. Bon, alors il y avait tout le monde au séminaire collège, mais je me rappelle, elle est encore là, Dalia, celle qui nous a éduqués avec ma maman. Et mon papa travaillait tellement qu'il n'était pas trop là, mais Dalia, que je salue, que j'embrasse. Elle était à la maison avec nous. Ma maman disait que c'était notre Da. Elle a vécu avec nous. Elle nous a accompagnés pendant nos 15 premières années. Eh bien, elle nous accompagnait au séminaire collège et ma maman voulait qu'elle porte nos sacs pour monter le monde du séminaire collège pour ne pas nous fatiguer. Et moi, j'avais honte. Parce que mes camarades portaient leur sac et moi, je disais à Dalia, ben non, tu me donnes mon sac. Quand on arrive en bas de la fontaine Guédon, donne-moi mon sac. Et puis reste en bas de la fontaine Guédon et laisse-moi croire que tu nous as accompagnés en haut. Ouais. Voilà, ça a été ce genre de petites choses-là qui faisait que je me disais, mais je veux être comme les autres. Je veux... Et bon, le questionnement a commencé à se poser comme ça. Voilà. Mais cette solitude, est-ce que c'était par rapport, par exemple, à tes origines syriennes? Par rapport au mélange avec les Martiniquais, peut-être? Voilà, ben, écoute, tu mets le doigt dessus. Hein, tu sais, pour... le Martiniquais, je ne veux pas généraliser parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de métis que ce n'est peut-être pas vrai. D'ailleurs, je fais remarquer que on se fréquente. Les métis syro-martiniquais se fréquentent énormément, avec les Syriens aussi, avec les Libanais aussi. Mais bon, les syro-martiniquais, on se retrouve très très souvent, les métis, hein, je parle. Et dernièrement, je ne dirai pas le nom par pudeur et respect pour cette personne, mais c'est un concurrent politique avec lequel j'ai d'excellentes relations personnelles, même si c'est un concurrent politique. Et il me dit, dernièrement, c'était après un conseil d'administration à l'IMFPA, il me dit « Mais oui, mais je te connais. À l'époque, je savais où c'est syrien. » Et donc, j'étais petit, on courait dans la rue, avec les autres. Bon, je sais que Chamoiseau, quand il a écrit son bouquin, il parlait des petits Syriens qui couraient dans la rue. Je me reconnais là, parce que mon papa avait un magasin à la rue François-Arago, en face de la maison de la maman de ce monsieur, de cet écrivain. Et puis, c'était assez rare de voir donc, des Syriens épouser des Martiniquaises. Enfin, il y en a, mais ils n'étaient pas si nombreux. Et je sais qu'à l'inverse, bon, pour dire qui était Charles, ben, c'était le fils de la Martiniquaise. Donc, mais c'était pas, ça n'était pas péjoratif, hein, ni d'un côté ni de l'autre. On m'identifiait comme étant un métis. Le phénotype était d'ailleurs parlant et ça ne m'a absolument pas traumatisé. Oui. Voilà. Mais les Syriens à la Martinique sont très bien implantés. Hein. Je n'entends pas, en fait, personnellement, peut-être qu'il y en a, mais j'ai jamais entendu d'histoire avec des Syriens en Martinique, tout ça.
Non, jamais. Du tout. C'est une communauté très travailleuse. C'est une communauté travailleuse qui vient pour faire des affaires. Alors bon, les Syriens, pour le premier Chamas, ça a été retrouvé par ma collègue, le nom Chamas a été retrouvé à la fin du XIXe siècle par ma collègue que je salue bien, Madame Sainte-Rose. Elle m'avait donné le document que j'ai perdu. Alors je lui fais un petit signe si jamais elle retrouve ce document. Mais c'était le premier Chamas passé en Martinique en 1899-98. Et puis les premiers Syriens sont arrivés effectivement juste avant la Première Guerre mondiale, ou alors en majorité pendant l'entre-deux-guerres. Et l'histoire de mon papa, c'est l'histoire de tous. C'est-à-dire qu'après la Première Guerre mondiale, la pacification et le protectorat français s'installant en Syrie, eh bien, les Français ont encouragé les Syriens à partir. Et mon papa est venu en Martinique parce qu'il avait déjà un frère aîné, tonton Gabriel, qui vivait au Lamentin, et il est venu en Martinique pour travailler. Il est arrivé ici en 1939. D'accord. En 1939, il a fait la Seconde Guerre mondiale en Martinique, et il avait davantage peur des gendarmes que des bandits, quoi. Ouais, parce que les bandits, sûr. on donnait un petit article, tandis que les gendarmes, quand c'était de la contrebande, eh bien, ils saisissaient la marchandise et puis vous aviez en plus une amende. Et mon papa, donc, il a travaillé en tant que colporteur, parce qu'à l'époque, il mettait le sac au dos et puis il montait dans les communes. Dans les communes, oui. Et notamment dans le sud. Et puis c'est là à cette occasion, qu'il a croisé ma maman. Et puis ils se sont retrouvés bien longtemps après à Fort-de-France, quand ma maman est descendue travailler à Fort-de-France. Et ils se sont retrouvés là. Et donc, voilà, c'est ça un petit peu le parcours. Donc, et puis après force de travail, il s'est installé à Fort-de-France, il a eu son magasin, il s'est marié, et puis il a eu deux fils, dont vous avez un exemplaire devant vous. 150 poèmes, je comprends, avec tout ce que tu viens de nous raconter, 224 pages. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous... Alors, présenter succinctement, bien sûr. Donc, parce que sur 150 poèmes... Donc, il y a en fait, la construction de mon être, parce que c'est ça, en fait. Moi, je crois que la littérature, ou alors les questionnements, amènent à la littérature. Alors, je remets aussi, bien sûr, les grands penseurs, que ce soit la créolité, avec le mouvement Bernabé, Chamoiseau, Confiant, que ce soit la négritude, bien évidemment, avec Césaire, Damas et puis que ce soit l'antianité de Glissant. Ce sont des personnes qui ont mu, qui ont dû mouvoir, qui ont provoqué une réflexion. Oui. Donc c'est des personnes qui ont amené de la matière à réflexion. Et j'ai commencé à écrire tout à fait de manière tout à fait banale. Alors bien évidemment, mon classicisme, entre guillemets, néoclassicisme, mes poèmes sont versifiés. Je suis resté dans une versification que certains considèrent comme étant totalement désuète. Madame Roussi avait déjà dit qu'on n'écrivait plus comme ça, et Aimé Césaire n'a jamais fait versifier. Moi, je suis resté dans la versification. Et donc, en fait, pour la petite histoire, il y a une altérité psychique qui se fait à travers Baptiste Miroir, qui est mon autre, et qui est celui qui est méchant, celui qui va agonier d'injures, celui qui va mésestimer, celui qui va critiquer, celui qui ne va pas retenir ses coups, qui va dépeindre avec causticité le pays Martinique, qui ne sera pas tendre avec ses compatriotes. Bon, ni avec toi-même. Ni avec lui-même, voilà, d'accord. Et donc tout à fait, c'est ça. Et puis, à côté de Baptiste Miroir, il y a Charles Chamas, qui lui va essayer de tempérer. Il va essayer de pondérer, ça sera celui qui sera éduqué par sa maman, par l'école, par l'expérience de la vie, par la tempérance et les bonnes expériences qu'il va essayer de retenir. Et lui, il sera davantage amélioratif, et il va produire des textes qui sont beaucoup plus intimistes, avec une prosodie, une musicalité poétique qui est beaucoup plus rythmée, où il y a des textes beaucoup plus finis, beaucoup plus profonds. Baptiste Miroir, c'est des alexandrins, 2 quatrains jetés comme cela sur une page. Parfois, c'était des textes que j'écrivais en 10 minutes, et puis d'autres fois, c'était des textes qui étaient un petit peu plus longs. Mais donc, c'est en fait ça, c'est le parcours, le cheminement entre un Baptiste Miroir qui est amer
et un Charles Chamas qui essaie de dire à son autre, maintenant tu te trompes, la preuve, tu te trompes la preuve. Et donc les 108 premiers poèmes de Baptiste Miroir ne sont pas originaux. Hein. C'est une. Alors on m'a dit que c'était un chemin classique de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Bon, j'accepte, hein, mais c'était la manière que j'avais, du point de vue de la volonté introspective, d'essayer de dissocier les deux, parce que parfois on est en lutte avec soi-même. Bien sûr. J'aime dire que il n'est pas interdit d'avoir envie de tuer, mais il ne faut pas passer à l'acte. C'est ça. Et donc, Baptiste Miroir a souvent des envies criminelles. Par contre, Charles Chamas ne passe pas à l'acte. Et puis, le filtre, en fait, le filtre, c'est quoi? La deuxième partie, on a souvent coutume de dire que le mensonge, c'est peut-être une preuve, je dis bien une preuve de santé mentale, parce qu'on sait que les autistes ne filtrent pas leurs propos. Ils disent les choses au premier aspect. Et quand plus on prend de l'âge, il paraît que moins on a de filtre. Hein. Donc, Baptiste Miroir, c'est celui qui n'a pas de filtre. Et donc, la vérité, elle n'est jamais bonne à dire entièrement. Bon, un autiste, il n'est pas bien avec toi, il va te dire mauvais jour. Ouais. Alors que toi, tu diras bonjour même à celui qui t'a fait de la peine. C'est ça. Parce que les conventions sociales veulent que tu dises bonjour. Et Charles Chamas, c'est celui qui a les conventions sociales. Alors, je ne dis pas qu'il est moins authentique que Baptiste Miroir. Je dis simplement que dans la construction de l'individu, comme dans la construction d'une nation, comme dans la construction d'un pays, ou la construction d'une conscience, il n'y a pas de fixité. Le fixisme n'existe pas. On est toujours en construction, et puis il n'y a pas de définitif. J'aime bien on a Glissant quand il dit qu'on est une nation en devenir. C'est exactement ça. La nation de Glissant, c'est une nation en construction. Elle est atavique parce qu'il y a plein d'influences. Et je me rappelle, j'étais dans la famille de ma compagne, et il y a un de ses oncles qui dit, ce midi, on va manger des cigares. Et je me dis, de quoi il s'agit, les cigares? Et finalement, je me rends compte, en fait, que ce sont des malfoufs. C'est-à-dire que c'est un plat syrien, c'est des feuilles de vigne farcies avec de la viande et du riz, et il l'appelle cigare, il a appris à faire les cigares, alors que moi, je sais que c'est des malfoufs, et j'étais étonné de voir le parentage de la culture, par l'intermédiaire donc du culinaire. Et donc je disais qu'il n'y a pas de fixité, parce que la fixité, à mon sens, est comment dire, à mon avis, elle est pathologique. À partir du moment où on veut arrêter les choses, à partir du moment où on veut aller dans la pureté ou la fixité, eh bien, on commence à perdre le sens humain qui est celui de la construction prométhéenne, c'est-à-dire de l'acte pour arranger, pour améliorer les conditions de vie, etc. Et moi, dans ce recueil de poèmes-là, je dénonce bien évidemment toute espèce de volonté de pureté, quelle qu'elle soit. La pureté blanche, la pureté noire, la pureté... Il n'y a pas de pureté. On est tous des métis, on est tous à l'appropriation culturelle. Mais c'est quoi l'appropriation culturelle? Ces gens ne parlaient pas créole. S'est-il approprié la culture française? Et pourtant, il y a un universitaire dont je tairai le nom par courtoisie et puis par pudeur, parce que je sais que c'est un monsieur qui veut rester à l'ombre, qui m'expliquait que la poésie de Césaire, c'était une forme de créole. C'était une forme de créole, parce que ces références étaient créoles. Alors, je reste dans ma place, hein. Je n'ai absolument pas l'ambition de... Non, du tout. Moi, je suis avec ma petite loupiote, hein, et j'éclaire mon petit univers, et j'essaie de me construire moi-même à travers ces écrits, bien évidemment à travers les influences dont j'ai bénéficié, ou alors que j'ai subies, et qui m'ont amené à faire ce modeste recueil. Alors, mais vraiment, encore une fois... Quand on parle de recueil de poèmes, certaines personnes diront « mais il se prend pour qui ?» Non, je ne me prends pour personne, je me prends pour Charles Chamas, avec mon alter qui est Baptiste Miroir, et on essaie d'expliquer de notre point de vue une vision de la Martinique qui est notre, et je suis persuadé qu'il y a d'autres constructions intellectuelles, psychologiques et mentales de d'autres Martiniquais qui sont
autant, sinon plus intéressante que la mienne. Baptiste Miroir, finalement, lui, ne voit pas d'ulcère à l'estomac. Hein. Baptiste Miroir, non. Lui, il dit les choses cash. Il vomit. Il vomit. Ah, Baptiste Miroir vomit. C'est vraiment un personnage. Alors pourquoi Baptiste Miroir? Oui. C'est parce que c'est le baptême de vous-même. Baptiste, Ouais, parce qu'il va vous baptiser, Miroir, parce qu'il vous montre qui vous êtes. Et donc, Baptiste Miroir, lui, vous lui envoyez la méchanceté, il vous renvoie la méchanceté. Vous lui envoyez l'hypocrisie, il vous renvoie l'hypocrisie. Vous lui envoyez... Et j'ai constaté que c'était un exutoire presque thérapeutique qui me permettait, quand je recevais des coups de quelqu'un, je m'asseyais et j'écrivais. J'ai écrit sur les pharmaciens, j'ai écrit sur les pilotes d'avion, j'ai écrit sur des professeurs, j'ai écrit sur des fonctionnaires, j'ai écrit sur toutes les personnes qui m'agaçaient, je m'asseyais pour écrire. Et ça allait mieux. Et donc, les 108 poèmes. Alors, il y a quelques pièces qui sont positives dans Hécatombe, la première partie. Il y a quelques pièces qui sont positives. Est-ce qu'on peut avoir, de mémoire, est-ce que tu as un poème de cette partie-là? Non. Ah non, de mémoire, non. Parce que, comme je te dis, c'est des poèmes que j'ai écrits au long cours. Et donc, ça faisait très exactement... Ça t'a pris 30 ans, c'est ça? Ça m'a pris environ 30 ans. Et ça faisait 5-6 ans que j'avais tout abandonné. OK. Parce qu'il fallait que ça repose. Il fallait absolument que... J'étais tellement dedans qu'à un moment donné, je ne voyais plus rien. Et j'ai tout laissé reposer. Et puis, j'ai recommencé à regarder les poèmes. Alors, il y en a 222, très exactement. Mais ce n'était pas possible de produire un recueil de 222 poèmes. Alors d'ailleurs, un ami me disait, mais c'est trop long, il y en a trop. Et pourtant, j'avais déjà supprimé 70. Donc, mais la prose, puisque c'est une question que tu peux poser, la prose, en fait, la poésie versifiée, en fait, je joue des mots, en fait. La versification, elle offre une contrainte qui est celle de s'imposer un style. Et j'aime ça, j'aime jouer avec les mots. Hein. La prose, je ne pense pas être suffisamment fort. Je lis le dernier prix Nobel, Abdul Razak Gurnah, j'ai lu quelques passages, mais c'est un orfèvre. Ces métaphores sont tellement subtiles. Moi, je n'ai pas la sensibilité de marier des mots, de se jouer des mots comme ça. Donc, plutôt que de me jouer des mots, je joue avec les mots. Oh. Et donc, voilà. Et donc, mais très modestement, encore une fois, très modestement. Je suis pas... Et je répète, vraiment, respect pour les grands de la créolité, de l'antillanité, et puis de la négritude. Moi, je ne suis absolument pas à ce niveau-là, puisqu'on peut très vite me targuer d'avoir une ambition quelconque. Alors, ce chef-d'œuvre sera en librairie quand? Eh bien, écoute, je pense fin de semaine prochaine, sinon au début de la semaine suivante. Je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre, on va laisser les critiques littéraires en parler, mais oui, ça sera donc d'ici une dizaine de jours. Au prix modique de 10 €, donc il y a 224 pages. Ouais. C'est pas avec ça que je vais m'acheter une Ferrari. Et bien sûr, tu vas faire des dédicaces pour les gens. Ah oui, absolument. À partir du moment où les livres seront là, je pense qu'ils seront disponibles sur les points de vente des professionnels, hein, et je serai tout à fait à même de pouvoir recevoir mon public, enfin mes lecteurs, si jamais il y en a, je sais pas encore. Il y en aura, j'en doute pas. Voilà. Alors Charles, on arrive au bout de l'entretien, mais avant de terminer, je souhaiterais quand même qu'on rende hommage à quelqu'un que l'on connaît très très bien à la Martinique, Pierre Petit, qui est décédé. Oui. Un grand homme pour plusieurs raisons, mais je vais en retenir deux particulièrement. La première, c'est que Pierre Petit a en 95 fondé Osons Oser. Et à droite, à l'époque, c'était les départementalistes. Ceux qui considéraient que la départementalisation française était bonne pour la France, donc bonne pour nous. Et il n'y avait pas encore la maturité intellectuelle et politique de considérer que nous étions tellement différents. Notre pays était tellement différent de la France hexagonale qu'il fallait absolument un autre pacte avec une autre attache, une autre manière d'avoir une relation avec la France. Et Pierre Petit a été le premier à écrire d'ailleurs un bouquin, Osons Oser, et je ne retrouve pas cet ouvrage, je l'ai cherché déjà, mais je ne le retrouve pas. Peut-être serait-il intéressant de le rééditer. Et donc,
il a donc été le premier progressiste de droite. Ça ne s'invente pas. Premier progressiste de droite, c'est-à-dire quelqu'un qui considérait que son pays était particulier et singulier, qu'il fallait absolument, même s'il était favorable à la liberté d'entreprendre, il fallait absolument considérer ce pays-là comme étant particulier. Et la deuxième raison, c'est que Pierre Petit, il y a une vingtaine d'années, est parti en Syrie. Il est parti en Syrie pendant 23 jours avec des amis syriens, dont un qui m'est très proche, mon parrain, et ils ont fait une belle balade là-bas. Donc pour dire que Pierre Petit était comment dire, ancré dans le pays, mais aussi en contact avec toutes les communautés, communautés qui, hélas, aujourd'hui sont encore juxtaposées à de nombreuses manières, mais que je ne désespère pas de voir s'unifier autour, justement, de cette culture, de cette volonté de construire un vivre ensemble apaisé. Alors Pierre Petit fut maire, conseiller général, conseiller régional. Ouais. Il était parmi ceux que pour la première région, oui. avec Césaire, oui. Avec lorsque Mitterrand, en 81, en 82. Oui, ils ont fait la loi sur la départementalisation et la création de la région. Fer. Absolument, avec la loi de fer. La loi de fer 82, parce qu'il y a une loi de fer 56, oui. Et donc, mais c'était un politique engagé qui avait des convictions fortes et puis qui était tout à la tâche de sa mission au service des Martiniquais. C'était aussi un médecin qui a exercé à Fort-de-France. Député aussi. Député aussi, ouais. et donc la famille Petit du Morne-Rouge, bien évidemment, condoléances à toute la famille, à son fils que je connais, Philippe, et puis au Morne-Rouge, à Génie, son épouse qui est vraiment attristée. La triste circonstance, c'est qu'il avait perdu sa sœur Liliane il y a à peine 10 jours, une dizaine de jours. Donc, c'est une épreuve. Après, tu me disais, hors antenne, que après Armand Nicolas, c'est Pierre Petit qui part. Effectivement, les géants s'éteignent. Ouais, exactement. Donc, pensée vraiment très, très forte pour la famille. Très bien. Merci beaucoup, Charles. Eh bien, une fois que le chef-d'œuvre sera là, tu vas nous le dire. Déjà, pour qu'on en parle dans le kiosque, oui. Avec les chroniqueurs du kiosque, et puis aussi faire savoir où c'est qu'on peut le trouver. Volontiers. Donc, merci pour ton... Mais je t'en prie, c'est avec plaisir. On se chargera donc de la communication, en tout cas pour donner les endroits où on pourra trouver cet album, c'est ce chef-d'œuvre. Les albums, c'est la musique. Oui, la musique, donc, exactement. Oui, ce livre. Enfin, chef-d'œuvre, je ne sais pas. Une modeste contribution à la littérature antillaise, si tant est qu'en écrivant en français, parce que ça, c'est une question aussi. J'écris en français, mais j'écris des choses de la Martinique qui ont bercé toute mon existence. Et donc, j'aime à croire que même si c'est écrit en français, c'est de la littérature antillaise. Et donc, ça sera avec plaisir que nous en reparlerons et que les bouquins seront mis à votre disposition, tout à fait modestement, je répète encore une fois. J'espère que ça sera retenu. Merci Manu de ton invitation. Merci Charles, merci Manuela pour la réalisation, merci à vous chez vous pour nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Zouk TV.